Bonjour à tous et bienvenue en direct du studio d'Orange des sommets du digital. On est ravis d'être là, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour messieurs, je vais commencer par vous introduire. Déjà, juste avant, quelle température il fait dehors? Je pense qu'il fait moins 2 degrés. J'aimerais poser la question aussi à Jérôme. Jérôme, grâce au chatbot que tu mets en place à la Clusa, toi aussi, tu sais, donc tu es capable de répondre à quelle température il fait dehors. Lui, il doit savoir. Lui, il doit savoir. Mais comme je n'ai pas mon portable, je ne peux pas lui demander. Ok, on va en reparler. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Bongard, qui est directeur de l'Office de tourisme de la Clusa, Jérôme de Nomazy, qui est responsable cognitive solutions chez IBM Suisse. Est-ce que j'ai bien dit le titre? C'est bon. Pierre Boucaud, qui est donc directeur général de TV8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, le domaine montagnard couvre officiellement 23% du territoire national. C'est pas rien. On estime que le poids économique du tourisme en montagne représente à peu près donc de l'économie, du poids économique du tourisme. Je vois déjà les grands yeux, représente 9 milliards d'euros du chiffre d'affaires. Il y a donc de vrais enjeux économiques. 51,1 millions de journées skieurs vendues l'année dernière sur la saison 2016-2017. Et donc la France est au 3e rang des destinations mondiales après les États-Unis et l'Autriche. Pourquoi? Et il y a encore quelques années, la France était première. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a beaucoup à dire sur le poids économique déjà du tourisme. C'est vrai que le poids économique fait 9 milliards et quelques calculé comme ça, mais en fait, il fait beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus, puisqu'il y a le tourisme induit. C'est-à-dire que le tourisme fait travailler tout un tas de professions qui sont autour du tourisme et qui ne sont pas forcément directement liées au tourisme. Et ça, donc on peut dire qu'on pourrait presque le doubler, ce poids économique-là. Ce serait dans les plutôt 20 milliards, quoi. Ouais, pour montrer à quel point il est important, et ça, pas beaucoup de monde le dit, alors j'en profite. Donc la deuxième chose, sur la position. Sur la position que l'on a à France, 3e position, ça s'alterne. Honnêtement, il y a un groupe de tête. Il y a un groupe de tête qui, l'année dernière, on était numéro 1 en termes de volume, mais on est très proche. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des volumes qui sont très proches. Par contre, il y a de grosses différences, notamment en termes de fiscalité en Autriche, qui a un mode très adapté à la montagne. Et ça, on ne peut rien faire contre? Et non, tant qu'on ne change pas notre fiscalité. Mais je ne pense pas que le gouvernement français va changer sa fiscalité uniquement pour la montagne. Donc on est pénalisé par rapport aux Autrichiens sur ce mode-là. Et les Autrichiens en mode très adapté. Donc un peu plus facile à vendre. Les Américains sont les inventeurs du marketing et le reste, ils sont très en avance, notamment sur du yield management, sur des outils digitaux, et on va en parler. Et donc, en termes de commercialisation, ils sont très efficaces. Ils se commercialisent très bien, malgré le fait qu'ils ont moins de stations. Et en quoi la France, qu'est-ce qui justifie que la France tire quand même son épingle du jeu et est 3e, et même si ça alterne? Très bel équipement en France, beaucoup de stations, du volume, des espaces de ski où on investit quand même, même si on investit un peu moins qu'en Autriche, on investit énormément et on continue d'investir. Et puis des très belles stations moteurs avec notamment de la notoriété très importante qui tire vers le haut et une offre globale pour tous les clients très intéressante en France, un rapport qualité-prix très bien placé. Alors la transformation digitale est donc un énorme enjeu pour le développement des stations et leur positionnement sur un marché toujours plus concurrentiel. Où en sont les stations de ski en termes de transition digitale? Les stations de ski sont devenues des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, 8 Mont-Blanc, les stations de ski, on les regarde évoluer depuis quelques années. Et très clairement, elles sont devenues des médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont au sein de leurs équipes de communication, je prends l'exemple de la Clusa par exemple, qui a 5 personnes qui sont qu'on appelait des community managers il y a encore quelques mois, qu'on appelle maintenant aujourd'hui des media managers ou des content managers, qui sont généralement d'ailleurs souvent des élèves qui sortent des écoles de journalisme, que nous, les médias traditionnels, avons beaucoup de mal à embaucher. Elles vont dans les stations de ski. Et puis d'autre part, ils ont accès au contenu. Voilà, une station de ski, c'est beaucoup de contenu. Vous parliez de la météo au départ. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a cet accès au contenu et puis la distribution. C'est-à-dire que là, le numérique a tout changé. Aujourd'hui, les marques et ces stations sont devenues des marques, sont des médias. Elles ont, grâce aux réseaux sociaux, le premier d'entre eux, évidemment, Facebook, mais aussi YouTube et les médias dits émergents, enfin les réseaux sociaux émergents, Snapchat, Twitter, etc. Donc, ils ont accès à des plateformes de distribution qui font qu'un exemple. Par exemple, quand je viens voir mon ami Alexis avec ma chaîne de télévision qui est en train de prendre ce virage digital, mais
on n'est pas parti en avance, donc on est un peu en retard. J'ai 40 000 abonnés à ma page Facebook, ce qui est pas mal pour un média local. Et la Clusa, lui, il en a 250 000. Donc forcément, 320 voilà. Donc forcément, etc. Néanmoins, donc moi, je vois que ces stations, pour moi, sont devenues des médias. Hein. Donc c'est vos concurrents, d'une certaine manière. Alors, voilà, ou est-ce qu'il faut travailler avec? Alors c'est ce monde du numérique, justement. On n'est plus dans la concurrence, où nous, on ne pourrait plus se positionner en étant un média broadcast traditionnel et digital. Donc on essaie de faire des partenariats. Donc on travaille ensemble. 2 exemples en dehors de la Clusa qui sont à Châtel, où par exemple Châtel lance en ce moment une chaîne de télévision, une web TV, une chaîne de télévision. J'ai des équipes qui sont sur place, on travaille avec elles. Et puis l'exemple aussi de la Compagnie du Mont Blanc, qui est la société de remontée mécanique de Chamonix, des Ouches et de Megève, avec qui on travaille, on fait des produits, du contenu, parce que mine de rien, c'est vrai que on a quand même une valeur ajoutée, on a des choses à apporter. Nous, on fait du journalisme, on connaît le storytelling, la façon de raconter des histoires, les problématiques de distribution qu'on connaît aujourd'hui avec le changement de règles de Facebook, c'est des choses qu'on partage. Et par exemple, on parle avec la Clusa, on a des idées de monter des petits plateaux, un petit peu comme celui-là, mais dans la neige, au pied des pistes, avec des téléphones mobiles. Donc, il y a beaucoup de choses. De toute façon, nous, c'est une question de vie ou de mort. Pour nous, le virage digital, il est obligatoire. Et 2, il faut absolument qu'on arrive à se parler, à travailler ensemble. Sinon, très clairement, on est mort. Alors, quels sont les outils pour justement, on va parler là du chatbot, pour qu'ont les stations de ski pour prendre cette transition, ce virage digital? Alors déjà, tout ce que tu as évoqué, c'est très vrai. C'est très vrai. On est pleinement dans cet univers digital. Pour nous, c'est plutôt une révolution qu'une évolution. On doit avancer vite parce que sinon, nos performances, notre transformation vis-à-vis des clients, elle ne se fera pas. Donc on aura une perte de clients instantanée. Alors pour nous, c'est capital. On investit énormément, une équipe de 5 personnes, on l'a vu. On investit dans nos outils aussi, complètement. Alors là, il y a des personnes avec qui on travaille, et notamment sur le chatbot. La réponse au client, elle doit être parfaite. La réponse au client, elle doit être immédiate. On est dans un monde où on n'attend pas. On veut de la qualité, on veut du service. Et le digital, on le dit tout le temps, il est très humain, en fait, parce qu'on a besoin de services. Nous, on a une stratégie marketing globale digitale qui se pose sur, on pourra le développer, mais des outils qui s'appuie sur du service humain et une vraie stratégie où on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et ce qui a été dit précédemment, on le partage évidemment pleinement. On est en plein dedans. Et donc ce virage, vous l'entamez plutôt bien et plutôt fort. Jérôme, vous avez proposé, si j'ai bien compris, à la Clusa d'implanter ou de créer un chatbot pour l'occasion des sommets du digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Voilà, bon, c'était l'occasion de faire une expérience pour la station de la Clusa et de dire est-ce qu'on peut, à partir du moteur d'intelligence artificielle, donc Watson, que vous avez créé, initié, que j'ai entraîné pour l'occasion, de créer en fait un chatbot qui va répondre aux questions les plus courantes que posent les internautes en moyenne sur la page Facebook ou sur d'autres canaux. Quel type de questions? Donc les types de questions, on est parti de l'historique que les internautes posent sur Facebook, parce que l'intelligence artificielle se nourrit de données et d'expertise, donc il fallait de la donnée. Donc on a pris la vraie donnée qui sont les vraies questions. Et ça c'est très important. Posées à l'office de tourisme de la Clusa. À l'office de tourisme sur la page Facebook. Et puis à partir de là, on les classifie. Voilà, il y en a sur l'enneigement, il y en a sur l'ouverture de la station, il y en a sur les restaurants, il y en a, j'ai perdu mon petit ours en peluche. Bon, ça on est passé à côté. On a fait simple évidemment on a pris une demi-douzaine, une dizaine d'intentions. Et puis à partir de ces questions, on les met tout simplement dans le système et le système est capable de reconnaître ensuite des questions similaires. Hein, et puis après, il va fournir une réponse. Donc au départ, c'était on va juste... On reconnaît une question, on va juste donner le lien sur le site internet, voilà, la page enneigement, la page restaurant, la page patinoire. Et puis après on a rajouté la météo, donc directement. Il s'entraîne et après il est capable de répondre. On est allé directement chercher les informations météo sur The Weather Company pour donner un petit texte qui donne la météo le mardi, le jeudi. Voilà. Donc il répond juste en pour direct montrer qu'on est maintenant capable à la fois d'aller donner des liens, ce qui est assez important, mais aussi de donner des réponses en direct, vraiment qu'on va aller construire. En real time. Voilà.
Et donc il peut répondre à des questions, quelle température fait-il? Il fait moins 5 degrés. Il vous donne la météo, il vous donne l'enneigement, après il vous donne des informations, voilà, c'est ce type de questions. Où est-ce qu'on peut le tester? Vous pouvez aller sur la page Facebook de la Clusa, il y a un lien, sinon c'est le MountainBot, donc soit mountainbot.fr, soit vous cherchez MountainBot sur Facebook. Plus on lui parle, plus il s'entraîne, plus il s'améliore, plus tout le monde est content. Exactement, ça fonctionne par l'expérience, ça s'améliore par l'expérience. Alors il y a une intervention humaine quand même nécessaire pour pas qu'il y ait de déviance sur la manière dont il va apprendre, ça c'est assez important. Et puis après il faut donner aussi une personnalité, c'est vrai que là c'est très neutre, l'objectif n'était pas de faire quelque chose de totalement opérationnel mais de montrer que c'est quelque chose d'accessible, que l'intelligence artificielle n'est pas là que pour les grandes entreprises qui ont des centaines de milliers d'employés, etc. Mais c'est accessible et au contraire, c'est important de plonger dans ce monde de l'intelligence artificielle parce qu'on va vraiment travailler différemment demain dans le numérique avec ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres stations, à votre connaissance? Est-ce que c'est courant pour une station de ski d'avoir un chatbot? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de... Alors, courant, non, mais les stations de ski qui sont investies dans le digital sont obligées d'y venir. Nous, ça assure un service 24/24 aux clients. Donc ça, assurer du service, c'est quand même le leitmotiv. C'est la continuité de l'office de tourisme, d'une certaine manière? Et oui, tout à fait. On est obligé d'assurer le service tout le temps, rapidement et de manière qualitative. Et en plus, on ne triche pas parce que les gens savent qu'ils parlent à une intelligence artificielle. Ils ne parlent pas à quelqu'un d'humain. Ils le savent. Et quand l'humain reprend la main, ils le savent aussi. Donc, il n'y a pas de surprise. Ça passe très, très bien. On en parlait tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait. C'est un sujet qui agite, qui anime toutes les rédactions aujourd'hui, tous les médias, les chatbots. De plus en plus de médias en ont lancé. Mais on le voit très bien, c'est que nous aussi, il faut qu'on se positionne sur le sujet. Vous allez en lancer un ? Alors oui, tout à fait, c'est des sujets qu'on regarde, parce que donner la météo tous les jours, nous, je l'ai dit tout à l'heure, on est des petites rédactions, moins d'une dizaine de personnes, on ne peut pas travailler 7/7 le week-end. Il y a évidemment beaucoup de mon audience qui veut savoir si la full moon aura lieu ou pas le 3 mars, qui veut connaître les conditions météo. Donc un bot est parfait pour ça. D'un autre côté, c'est là où on parlait d'humain tout à l'heure, c'est là où nous aussi on peut avoir une valeur ajoutée. Je pense que ces bots, ils s'élèvent par l'intelligence artificielle, mais aussi par des éléments journalistiques. Voilà. Alors il y a quelqu'un de connu qui s'appelle Benoît Raphaël, qui est devenu éleveur de robots, par exemple. Et je trouve que c'est un exemple qu'on devrait suivre. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pouvoir participer et élever le robot de la Clusa, le bot. Voilà. Donc là, c'est un partenariat entre une technologie, quelqu'un qui a le contenu, et puis moi qui sais former, développer, animer des newsrooms, des rédactions. Donc c'est là où il faudrait qu'absolument on arrive à travailler ensemble. Ça faisait partie de... On n'est pas concurrents, moi je pense. Je pense qu'on peut apporter des choses sur la table. Voilà, donc j'aimerais être éleveur du robot de la Clusa. Un business va commencer grâce à cette émission? C'est la question. Je pense qu'il y a aussi une vraie opportunité. Comme je disais, l'IA se nourrit de données. Il y a du volume, on a vu la France en termes de tourisme montagnard, c'est quand même énorme, et d'expertise. Et il y a énormément d'expertise dans le domaine touristique, dans nos montagnes et aussi, globalement. Et c'est l'occasion de mettre ça ensemble pour fabriquer des choses qui apportent beaucoup de valeur à tout un écosystème. Il y a quand même des difficultés à créer un chatbot en montagne. C'est que les saisons, par définition, changent et pas qu'un peu. Il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Est-ce que ça, un chatbot est capable de le gérer? On en fait plusieurs. Et après, il faut les coordonner. Donc, mais c'est la même interface pour l'utilisateur. C'est beaucoup plus riche et plus complexe que les vacances à la mer, je dirais. À la mer, on ne demande pas s'il y a assez d'eau pour aller se baigner. Oui, c'est vrai qu'on a aussi une offre 4 saisons, et notamment été, où on a énormément d'activités différentes et on a beaucoup de choses à proposer sur ce territoire. Moi, je trouve que c'est un monde assez fantastique parce que finalement, le mariage d'un chatbot robot avec l'humain en support qui est en contrôle de tout ça, c'est bien fait. Et c'est aussi bien perçu. Donc c'est bien perçu par le client parce que la perception du client, aujourd'hui on la surveille, il faut qu'elle soit bonne. Et c'est un très bon exemple. Les réactions sont bonnes, c'est apprécié. Donc le mariage est bien fait, parfait. Quelles sont les parties prenantes justement de la transformation digitale des stations de ski ?
On en a parlé un petit peu, il pourrait y avoir les médias de plus en plus, mais il y a donc l'Office de tourisme. Quelles sont les autres parties prenantes? Quels sont les acteurs concernés? En fait, l'Office du tourisme ici s'est organisé sur un gros service marketing global, communication, avec community management, avec webmaster, avec... C'est un service qui est dense. L'objectif, c'est d'organiser tout ça pour nous, pas nous perdre dans l'organisation. Donc d'avoir des stratégies marketing digitales très établies, très fortes. Par exemple, nous, aujourd'hui, le Facebook a énormément de volume, mais notre investissement va être plus sur Instagram, va être sur de l'investissement un peu original, Snapchat. On se doit d'être pro sur Twitter et de monter aussi. Et LinkedIn aussi, c'est important, c'est un réseau qui monte et qui est différent. Donc on est multifacette, on est obligé d'être présent et l'objectif c'est la transformation qu'on en fera pour amener des clients. Quels sont les risques si vous ne prenez pas ce virage de perdre Les risques économiques, ils sont absolus. Je dirais, c'est qu'on va se planter économiquement, on est obligé, on n'a pas le choix. Pour les médias, nous, de toute façon, on est mort si on ne fait pas ça. J'ai un exemple, j'étais à l'IUT d'Annecy il y a quelques jours avec des étudiants qui ont 19-20 ans, donc les fameux millennials. Ils étaient 40 en face de moi, ils connaissaient tous Fuite Mont-Blanc, aucun ne regardait la télévision. Voilà, donc c'est clair qu'on les fera parvenir. Alors dans les acteurs également, il y a des gens, j'ai parlé des stations de ski qui sont devenus des médias, mais les grandes marques aussi. Salomon par exemple, Salomon TV. C'est aujourd'hui un média très puissant qui font travailler des producteurs dans le monde entier, qui produisent des heures et des heures de programmes. Il y a des marques comme Scott aussi. Et puis il y a Red Bull. Red Bull, c'est devenu un média. Aujourd'hui, quand moi je suis en contact avec Red Bull me vend des programmes que d'ailleurs je n'ai pas les moyens d'acheter. Donc voilà la compétition. Donc aujourd'hui, la digitalisation de la montagne, c'est effectivement les stations et qui sont, je l'ai dit, en avance, qui ne sont pas les plus en retard, mais aussi il y a les marques, les grands opérateurs, les grandes marques de textiles, les fabricants de matériel qui ont compris, etc. Un exemple, alors un Annécien, j'allais dire, devenu mondialement célèbre, Candice, qui est ici, Tovex, qui a fait cette vidéo que tout le monde a vue, où il skie sur la muraille de Chine, partout dans le monde entier. On est quoi, à 40 millions de vues? Non, en 10 jours, 40 millions de vues. Oui. Voilà, je veux dire, quel média aujourd'hui peut offrir cette audience? Aucun. Voilà. Et donc, voilà un exemple, là encore, de la digitalisation de la montagne. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Tout le monde s'empare, en fait, de ce sujet. Absolument. Lui, c'est devenu une marque. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans cette transformation-là. Donc, il faut absolument qu'on arrive à tous travailler ensemble. Mais ça, c'est un exemple récent, extraordinaire. 40 millions de vues. Alors, il nous reste 3 minutes. On va faire un peu de prospective, justement. Quels sont les nouveaux usages, les nouvelles technos qui sont en train d'apparaître, Jérôme, peut-être, et qu'on pourrait voir débarquer en montagne d'ici peu de temps? Je pense que tout ce qui est service, on va dire, aux touristes qui viennent préparer un voyage, vivre leur voyage pour avoir accès à l'information, que ce soit d'ailleurs en français mais aussi dans d'autres langues. C'est aussi, je pense, quelque chose que la technologie va pouvoir apporter, c'est répondre à des Anglais, à des Allemands, à des Italiens qui viennent ou des Chinois dans leur langue. Le chatbot, il parle plusieurs langues? Oui, il peut parler, pas là, mais il peut parler effectivement plusieurs langues. Une fois que vous l'avez fait dans une langue, c'est assez simple de le remettre dans une autre langue. Et ça permet d'offrir ce type de services qui sont parfois pas évidents. Aujourd'hui, vos pages, elles sont en français. Demain, elles seront en multilingue parce que vous allez pouvoir développer comme ça. C'est vrai que les Américains, ils font qu'en anglais, ils ne se posent pas la question. Et on a cette richesse, mais c'est aussi une belle opportunité. Voilà. Je pense que ça va vraiment apporter autour du service. Ouais. Quels sont les nouveaux usages que vous envisagez de mettre en place dans les années à venir? Est-ce que vous y réfléchissez déjà? Oui, beaucoup, et il va falloir y venir très vite. Donc pour nous, on est aujourd'hui sur le brand content, on arrive à être fort et à produire énormément. Donc après, on diffuse. Donc ça fait que notre volume client, il augmente. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler à nos clients là-dessus. Oui. C'est pas le cas actuellement, il n'y a pas plus de mobile un petit peu, bien sûr, parce que les sites sont responsive, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de dire aux clients, dans une semaine, vous venez à la Clusaz, vous avez réservé, vous êtes-vous bien préparé physiquement? Avez-vous besoin de ça? Avez-vous besoin de vous garer dans tel parking? Lui donner du service, aller plus loin, et donc commercialement se rendre service aussi, et de lui dire, quand il part, merci. Merci d'avoir été notre client. Et puis si vous réservez dans 3 mois, eh bien on vous fait ça comme avantage client. Voilà. Et là, ce serait parfait. Dernière question, la montagne de 2030 ressemble à quoi?
Sentez-vous libre de répondre. Ce sera une montagne connectée, mais elle restera la montagne. C'est-à-dire qu'elle restera cet espace naturel de liberté. Je crois que les pouvoirs publics l'ont bien compris. Et ça se passe très bien à la montagne. Il faut que ça reste un espace naturel de liberté qui sera connecté et donc accessible. Connecté et humain, je pense aussi, important. Donc garder le lien ici, où on vient chercher du lien et des rencontres. Moi, je l'ai dit tout à l'heure aussi, comme les médias, j'espère que ce sera aussi, les millennials seront là, parce que je pense que c'est un sujet, le renouvellement, la jeunesse, il y a quand même un ticket d'entrée qui est assez cher. En tout cas, bon, les stations aujourd'hui ont fait des efforts, mais et donc moi, mes enfants, j'espère que leurs enfants pourront continuer à aller skier, donc que ce soit un message que je passe aux professionnels aussi accessible pour eux. Et donc nous, on a un enjeu avec les millennials qui, j'espère, consommeront nos contenus. Et je pense qu'il y en a un aussi pour la montagne, pour qu'en 2030, il y ait ces jeunes qui seront un peu plus âgés, qui seront là, et puis leurs enfants. Donc je pense que la jeunesse à la montagne, c'est un sujet. Merci à tous les trois, merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, le prochain live est à midi.